Et je vous propose là maintenant de passer à notre grand témoin de la matinée, donc Géraud Burin-Desrosiers. Je t'en prie, viens. Alors vous allez voir, on va passer une matinée et un témoignage vraiment fort par rapport à toute l'expérience que peut avoir Géraud. Et ce que je vous propose dans un premier temps, c'est voilà, vous expliquer un peu son parcours, comme ça nous mettra vraiment dans cet esprit de ce qu'il a pu faire et surtout ce qu'il va pouvoir témoigner. On va peut-être pouvoir s'asseoir. Donc je vais vous présenter en quelques mots notre grand témoin. Alors jeune, Géraud rêvait d'une carrière physique et altruiste à la fois. À l'âge de 18 ans, il décide de s'engager chez les chasseurs alpins. Jeune officier, Géraud intègre le 27e bataillon de chasseurs alpins d'Annecy, puis prend la responsabilité d'une trentaine d'hommes. Cette période a été marquée par un grave accident de montagne où il fait une chute de 40 mètres. Cette première grosse épreuve de sa vie l'a endurci et a clairement développé son instinct de survie. Quelques années plus tard, Géraud devient reporter pour l'ECPAD, qui est le cinéma des armées. Pendant 14 années, il est officier réalisateur et parcourt le monde, caméra au point, pour couvrir les opérations militaires ou humanitaires. Guerre du Golfe, intervention dans les Balkans, tremblement de terre en Turquie, des missions courtes ou longues, sans jamais savoir à l'avance combien de temps il quittera sa femme et ses 4 enfants. En 1994, un deuxième grave accident le touche. Le crash d'hélicoptère le laisse paraplégique. Alors que Géraud est soigné à l'hôpital des Invalides, il sent un jour son orteil bouger. Commence alors l'épreuve physique la plus difficile de sa vie, avec des mois de rééducation et une force psychologique à entretenir. À son rétablissement, ce croyant, pour qui il faut vivre sa vie et accepter les prises de risques, n'a qu'une idée en tête: remonter dans un hélicoptère. C'est chose faite avec la réalisation de films comme Papa part à la guerre pour M6, où il suit son bataillon d'origine pendant la guerre d'Afghanistan, ou encore Papa s'en va en guerre pour France 2, qui donne cette fois-ci la parole à des enfants de soldats. Cette idée de reportage a été inspirée par son fils, qui a mal vécu son départ en mission. Géraud travaille depuis 15 ans comme réalisateur pour la société Ligne de Front de Bernard de la Villardière. À travers ses films et reportages, Géraud recherche toujours la notion d'engagement, d'aventure humaine. Les pompiers de Paris, l'engagement humanitaire d'Action contre la faim, l'esclavage au Brésil, mais également sur des sujets sociétaux comme la fin de vie ou l'euthanasie. Pour la chaîne RMC Découverte, il signe une série de documentaires qui le plongent au cœur des dernières tribus de la planète. C'est ainsi qu'il y a quelques années, Géraud a fait la rencontre d'un chef amazonien, Warouche, qui vit dans une contrée entre l'Équateur et le Pérou. Warouche est devenu comme un frère pour lui. Tu nous en parleras après. En 2020, Géraud était au Mali pour un reportage sur les commandos de montagne. Il a interviewé le caporal-chef Maxime Blasco, mort pour la France il y a quelques jours. Cette interview est un témoignage poignant de son engagement. Et je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller voir sur Internet tous ces reportages. C'est quelque chose de très fort. Donc vous l'aurez compris, nous avons la chance ce matin, pour nos assises régionales à Bassac, de rencontrer et d'échanger avec Géraud. Donc merci beaucoup pour ta présence. Au-delà du parcours hors du commun, extrême, exceptionnel, nous souhaitons aussi ce matin échanger avec toi sur ton cheminement, ce qui a guidé tes choix tout au long de ta vie, tout au long de ta carrière. Nous souhaiterions savoir qu'est-ce qui t'anime dans la vie. Entre grands reporters et entrepreneurs et dirigeants chrétiens, quels sont nos points communs ? À travers tes expériences et ton témoignage, nous allons réfléchir ensemble sur les 3 thèmes de notre journée, qui sont donc l'engagement, l'accueil de la différence et l'importance du témoignage. Alors n'hésitez pas ce matin, si vous voulez échanger et participer aussi à cet échange, si vous avez des questions, des interrogations, à en parler.
à demander directement. En fait, Géraud est là toute la matinée et là aussi pendant le déjeuner. Donc voilà, n'hésitez pas à intervenir. Et ce que je vous propose là maintenant, c'est de commencer sur un des premiers thèmes qui est l'engagement. L'engagement fait écho à plusieurs fondamentaux. C'est la nécessité de faire des choix, de prendre des décisions, le besoin de réveiller notre indifférence, c'est aussi d'accepter le risque de l'échec, le refus de la passivité, l'action. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a guidé tes engagements et qui t'ont fait côtoyer la mort à plusieurs reprises? Pourquoi aller aussi loin finalement dans cette prise de risque? Bonjour à tous. D'abord, je voulais vous dire l'immense privilège qui m'est donné aujourd'hui de pouvoir vous rencontrer. Ça n'est pas courant, c'est la première fois que ça se passe de cette manière-là. Et de pouvoir me présenter à vous, et je voulais dire avec tout ce qui a été dit, vraiment en toute humilité. Et puis, je voudrais remercier les musiciens qui sont à côté, parce que moi, je suis un homme d'image. Et lorsque j'ai entendu les paroles de Thierry, qui appelle les fous à venir nous bousculer dans notre monde, évidemment, je me suis dit, mais ça, c'est moi, et puis ça, c'est moi, et ça, c'est moi, et en fait, je suis un grand barjot, quoi. Si j'imagine la manière dont tout ce qui a été lu sur ce texte, et avec cette musique, et les images que je voyais défiler, je me dis que ce n'est pas consensuel, je suis dans une démarche peut-être atypique, mais en tout cas, ce qui est sûr, dans l'engagement, pour répondre à ta première question, Guillaume, c'est l'instinct. Moi, j'agis par instinct. Et je crois que laisser guider son cœur et redécouvrir notre instinct primaire, premier, je pense que c'est ce qui a guidé ma vie, en dépit de toute considération. C'est-à-dire qu'on peut, d'abord, on grandit avec un héritage, ce que nous ont apporté nos grands-parents, nos parents, la famille, nos amis, et nos amis à tout âge. Et puis la vie qu'on décide de prendre, la vie qu'on décide d'embrasser à un moment donné, quelle que soit la tâche et quelle que soit la place où l'on se trouve, c'est de le faire à fond, c'est de le faire bien et c'est de le faire avec un cœur ouvert. Voilà. Et moi, j'ai agi un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a le regard des autres qui peut être méprisant. Il y a ceux qui veulent essayer de vous rabaisser, il y a ceux qui veulent vous dire que vous n'y arriverez jamais, et ça, tout ça, ça nous construit aussi. Donc on se construit en fait dans l'échec aussi. Et moi, je me suis un peu construit dans l'échec à certains moments. On a les qualités qu'on a ou qu'on n'a pas. Moi, je me considère comme vraiment un petit, voilà. Et je me suis toujours rangé du côté des petits, en me disant, je suis un apprenant, quelqu'un qui a envie de savoir, qui a envie d'apprendre, qui a envie d'aller, de découvrir cette connaissance, mais sans être un professeur, par ailleurs, que j'admire. Et ce qui m'a amené dans tous les milieux que j'ai pu traverser, que ce soit d'abord l'armée. L'armée, c'est très tôt, parce que j'ai 17 ans quand je décide de m'engager. Et pour devancer le service militaire, le service national que l'on faisait à l'époque. Mais moi, j'avais besoin de cet engagement aussi et de me retrouver dans la masse et de me retrouver avec des gens qui étaient différents de mon milieu. J'ai été élevé dans un milieu choyé, un milieu bourgeois. Je n'ai jamais manqué de rien. Donc, le service militaire à l'époque, pour moi, c'était une chance. C'est-à-dire me confronter aussi à des gens d'univers absolument différents. Et puis me mettre dans la position encore du petit qui va à un moment donné apprendre à obéir. Donc l'obéissance, la discipline, discipliner son corps, l'endurcir. J'avais envie de ça. Alors je vous dis l'armée, mais en fait l'engagement, je l'ai appris un petit peu plus tôt quand j'avais 16 ans et à travers la boxe anglaise, ce qui déplaisait complètement à mes parents. Mais c'est comme ça. D'où est venue cette idée? Je pense que c'est en regardant des matchs sur un téléviseur en noir et blanc. Et on sait, à un moment donné, dans la vie, je pense que c'est ce que vous, peut-être aussi, comme chef d'entreprise, pouvez déceler ou essayer de guider ou de donner une chance aux gens que vous côtoyez. Mais moi, ça a été... c'est de se dire, je parle du don que chacun d'entre nous avons en soi. Et est-ce qu'on apprend à le révéler, ce don? Parfois,
on le cherche, et puis, mais on en a tous un, ça c'est sûr. Mais moi, j'ai su à un moment donné, et très tôt, en tout cas je me suis mis ça dans la tête, c'est que je deviendrais un grand boxeur. Voilà. Et alors pas un boxeur professionnel, j'avais rassuré mes grands-parents aussi là-dessus, et puis j'avais un grand-père qui me disait, qui avait fait un peu de boxe aussi, qui m'avait légué son sac de boxe en sable, enfin ça c'était lui c'est dans les années 40, quoi, années 30, années 40, et je m'entraînais dessus, et alors lui il voulait pas que j'abîme les gens, et de l'autre côté il y avait ma mère qui voulait pas qu'on abîme son fils, donc on est tiraillés entre les deux, et pour une maman avoir un fils qui fait de la boxe et qui revient des entraînements marqués, le visage un peu déformé, des dents cassées, une joue trouée, enfin forcément, ça ne plaît pas beaucoup et ça lui fait, et on la rend malheureuse. Donc, vous voyez, on est tiraillé là-dedans, mais il y a quand même des choix à faire. C'est le choix de sa vie. Et moi, j'avais fait à travers la boxe anglaise, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Je crois que ça a été mes premières rencontres, d'ailleurs, avec un monde que je ne connaissais pas autrement que celui de ma famille, et des gens bien pensants, bien élevés, bien éduqués, et où je vous dis, je n'ai manqué de rien. Et bien là, d'un seul coup, je me suis retrouvé dans la salle de boxe, avec des gens qui étaient des réfugiés, avec des gens qui trimaient toute la journée du côté de Saint-Denis, les Halles, et qui le soir venaient à l'entraînement. Et j'ai trouvé ma place. Et puis je portais le nom que je porte aujourd'hui, qui est quand même pas courant. Et je me disais, mais je vais l'assumer aussi. Ce nom, ça sera mon nom, je ne vais pas en changer. Alors sur ma licence, on a modifié, l'entraîneur a modifié mon âge de manière à me permettre de combattre et pour disputer la Coupe des Aiglons. Mais je vous dis ça parce que c'est important, parce que je crois que ça a conditionné des choix dans la vie qui sont importants. Et en fait, je devais boxer à Coubertin. Et après, juste avant, ça s'appelle les matchs de chauffe, avant un championnat d'Europe. Et là, vous êtes exposé comme un gladiateur sur... il faut imaginer, vous avez peut-être connu ça, mais ces grandes rencontres de boxe, donc le stade Coubertin rempli à ras-bord, avec ces fumées qui sont au-dessus du ring, les lumières, les projecteurs. Et là, vous allez pouvoir vous présenter face à ce public, et vous allez savoir, vous allez vous confronter à l'épreuve de votre vie. Là, j'avais 16 ans. C'est de se dire, est-ce que je suis courageux? Est-ce que je vais avoir les jambes qui tremblent? Est-ce que je vais défaillir? Est-ce que je vais m'écrouler au premier round? Est-ce que je vais être vaillant? Voilà, on veut savoir. Après tout l'entraînement, après le fait d'avoir assumé, d'avoir fermé la salle de boxe le soir parce qu'on s'entraîne. Et en fait, ce rendez-vous-là m'a échappé. Pourquoi? Parce que j'ai une maman qui prenait soin de moi et qui avait décidé à ce moment-là de faire une grève de la faim, pratiquement. C'est-à-dire que je rentrais de l'entraînement le soir et elle était couchée. Et mon père et ma sœur me reprochaient à dîner qu'elle n'était plus là et que je cassais l'unité familiale parce que j'avais ce projet délirant, ce projet fou, et que je voulais m'exposer. Vous voyez la frustration que c'est? Je vous en parle aujourd'hui parce que c'est le combat d'une vie. Et moi, j'ai toujours été un boxeur dans la vie. Mais jamais j'aurais pu savoir ce que je valais ce jour-là sur un ring. Alors j'ai laissé ma place à un camarade de mon club. J'ai dû aller voir mon entraîneur et lui dire je ne pourrais pas boxer parce que je raccroche les gants pour ma mère, quoi, pour qu'elle revienne dans l'unité familiale. Donc j'ai fait ce sacrifice-là énorme en disant je raccroche les gants. Et j'ai laissé ma place à un gars qui était là, qui était tout à fait démuni et qui venait des îles et qui voulait lui aussi devenir champion, parce que tous on veut devenir champion et on pense qu'on va devenir un champion à ce moment-là. Et je suis allé le voir à Coubertin, il a boxé et puis il a mal boxé. C'était un mauvais match. Mais lorsqu'il est rentré des gradins, alors que tout le public était acquis pour le champion d'Europe qui allait boxer derrière, on s'est retrouvés dans les gradins où moi j'avais pris mon gradin, les gradins populaires, ma place. Et en fait, on est tombé dans les bras. Il y avait quelqu'un qui était là, qui l'avait vu, et vis-à-vis de sa famille ou de ses copains qui étaient venus le voir et le soutenir, il y avait peut-être 5 ou 6 personnes, il y avait quelqu'un d'autre dans la salle qu'il connaissait. Et on s'est embrassés pour la première fois. Et en fait, j'ai su qu'en lui, et vis-à-vis de son clan, de sa famille, c'était la reconnaissance aussi. C'était la reconnaissance. Il avait déjà un ami, il était reconnu comme déjà un champion, même s'il avait très mal boxé, qu'il avait perdu. Alors, tout ça, c'est
c'est un démarrage d'engagement, mais la suite a été guidée par ça. Une frustration qui fait qu'on veut, après, risquer sa vie, on veut aller à la rencontre des autres, et on a peur de rien, et rien ne nous fait peur, parce que qu'est-ce que l'on risque ? L'échec, mais c'est quoi l'échec ? On est maître de sa propre vie, et on décide d'y aller. Donc on ne prend pas grand risque, mais ces différentes rencontres, alors beaucoup à travers l'armée, et après le métier que j'ai exercé de reporter, c'est que on décide d'aller là où ça fait mal, là où il y a des gens en souffrance, et avec une cause qui était très noble, c'était celle de servir la paix quand même. Pour notre pays, c'était devenir soldat de la paix. Donc c'était pas pour guerroyer, pour faire la guerre, c'était pas ça qui me motivait. Et donc cet engagement, il est né comme ça, au départ. Ça, c'était les prémices. Et par la suite, l'engagement, ou ce qui me pousse, moi, à m'engager dans la vie, c'est vrai que c'est aller à la rencontre des préjugés, c'est aller là où personne ne va vouloir nécessairement aller. Et quand on vous dit qu'une mission est impossible, par exemple, ou que c'est impossible, moi, c'est un moteur dans la vie. C'est que je me dis, si c'est impossible, mais c'est formidable, parce que si j'y arrive, je serai peut-être un des premiers à réussir. Et chacun, on a notre annapurna dans la tête, quoi. Chacun, on a un sommet à atteindre. C'est pas pour rien qu'après, j'ai choisi d'entrer dans les chasseurs alpins. Parce que ce qui m'a motivé, c'était un reportage encore à la télévision, et ce qui nous relie aussi au métier que j'ai choisi plus tard. Mais en fait, j'ai vu des chasseurs alpins, des soldats à la télévision qui pleuraient dans l'effort et qui n'arrivaient pas à suivre, à rester dans... Vous savez, les chasseurs alpins, c'est la colonne immuable, et on n'abandonne personne, en fait. On se met au rythme du plus petit, et on avance vers le sommet, mais on avance ensemble. Et c'est extrêmement vertueux, cette image de la colonne de chasseurs alpins qui gravit en montagne. Moi, j'ai vu ça et je me suis dit, mais si j'arrive là, et si on m'apprend, et si on me permet de me révéler dans les chasseurs alpins, ça donnera quelque chose de fantastique, j'en suis sûr, et j'apprendrai quelque chose sur ma vie. Et c'est comme ça que je suis rentré dans ces chasseurs alpins. Et plus tard, à propos de sommet, après toutes mes aventures que tu as racontées, qui me sont arrivées, effectivement, gros accident en montagne, après un accident d'hélicoptère, surtout qui m'a paralysé. La première chose que j'avais en tête, c'était de refaire un sommet, et j'ai refait, après avoir réappris à marcher. J'ai remonté un reportage en me disant il faut que je trouve un peu d'argent, je vais faire le reportage, et je suis allé refaire un sommet en Équateur, le Cotopaxi, un 6000, alors que j'étais encore très fragile sur mes jambes, mais pour me montrer que si j'y arrivais, j'étais guéri dans ma tête, j'étais guéri dans mon corps, et donc bousculer ces montagnes. Et c'est cet engagement, et si j'avais une chose à vous dire, vous, entrepreneurs aussi, que j'admire profondément, parce que j'en ai côtoyé à travers certains reportages aussi, pour faire des portraits d'artisans, c'est vous les héros du quotidien aujourd'hui, et vous avez tous les jours des sommets, vous avez tous les jours des obstacles à surmonter. Mais moi, comme je dis toujours, un obstacle, c'est là pour être surmonté. Donc on le surmonte. Et il faut prendre le temps qu'il faut trouver les gens qui vont vous aider, il ne faut pas se sentir seul, il faut communiquer, il faut parler, mais s'entourer de gens qui sont aussi dans le même esprit de cohésion que vous. Il ne faut pas hésiter à dire aussi, là je n'y arrive pas et j'ai besoin d'une main tendue, mais la volonté, l'idée qu'en montagne, il ne faut pas regarder tout le temps le sommet, on regarde ses pieds, on regarde les pieds du gars qui est devant, et on avance, et pas après pas, mais on arrive au sommet. On arrive au sommet. On n'y reste pas forcément longtemps au sommet. Quand il fait très très froid en montagne, on a juste le temps de se changer, d'admirer le paysage, et on redescend. Mais ce sommet, il reste dans la tête éternellement. Et c'est une reconstruction, et c'est quelque chose qui nous fait revivre. Et là, tout à l'heure, avec le texte qu'a lu Thierry, et cette musique-là, je revoyais plein d'images comme ça. Moi, je suis un homme de film, donc je me faisais mon film à l'intérieur. Et en venant, puisque j'ai fait là je suis parti à 5h du matin, là, donc j'ai pris la route, et puis je repensais à notre rencontre. Là, et là, tout à l'heure, j'étais vraiment dans une grande émotion, en vous entendant chanter, et en entendant et en replaçant ces textes que tu as dit, Thierry, sur ce fou qui nous dérange, et sur tout ce que tu as dit. Et je voyais, moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui sont aussi désengagées,
quel que soit leur niveau. Une personne victime d'esclavage au fin fond du Brésil, ou une personne atteinte, malade psychiatrique qui va être esclave aussi en France pour le travail moderne, sur un film que j'ai fait pour France 5 comme intéressant aux travailleurs esclaves ici, aujourd'hui, en France, dans des entreprises, dans des PME aussi, dans des grands groupes, ou victimes de la traite des êtres humains. Je repensais à toutes ces figures aimantes que j'ai croisées, et moi, mon métier, c'est d'essayer d'aller à la rencontre de ces personnes. Et vous savez, avec une caméra, ce qu'il y a de bien, c'est que dans cet engagement, moi, qui est ma vie, c'est que en fait, porter une caméra sur quelqu'un, c'est aussi lui donner de la considération, c'est aussi lui donner de la dignité, c'est aussi lui rendre son image, lui dire tu es intéressant, et lui dire mais tu comptes pour les autres. Et il y a des gens, en fait, ne connaissent pas du tout jamais, il n'y a aucune caméra qui s'est posée sur eux, ou un appareil photo, ou de moins en moins aujourd'hui, mais l'attention à l'autre. Et je trouve que aller, pas seulement au bout du monde, hein, ça peut être au coin de notre rue. Hein, j'ai fait des films sur la précarité en France, ou sur la fin de vie. Vous voyez, tu parlais tout à l'heure de la fin de vie. Alors, c'est moins l'euthanasie, parce que j'ai traité cette difficulté-là aussi. Donc ça c'est un engagement aussi, de se dire on va aller là où on n'est pas forcément pour ces idées-là, mais on va essayer de comprendre, et on va rencontrer les gens qui peuvent s'adonner à certaines pratiques, qui peuvent, dans des familles, faire ce choix-là, essayer de comprendre, mais en tout cas d'aller à la rencontre de ces personnes-là, et de leur porter attention. Et la caméra est un exemple, est un moyen formidable de rencontre avec l'autre. Et ça permet de révéler chacun aussi dans son propre engagement. Et je vous disais, malgré toutes les idées qu'on peut avoir contraires, c'est de mettre ça de côté, et d'aller vraiment chercher l'âme de la personne. Et tu parlais donc de la fin de vie tout à l'heure. Moi, j'ai eu des rencontres vraiment d'engagés, parce que accompagner une personne dans son dernier souffle, dans son dernier mot, mais avec une caméra, ou parfois pas, ça peut paraître très impudique, mais en fait, moi, ça m'a permis de faire un film magnifique qui s'appelle, d'ailleurs, qu'on peut voir, je pense, sur YouTube, d'ailleurs, qui s'appelle La mort, c'est juste une marche. Et je vous incite à le voir, parce que ça a changé la vie de plusieurs personnes qui se posaient des questions, notamment sur la fin de vie, sur l'accompagnement de la fin de vie, et des derniers mots qui pouvaient être échangés, et qui nous grandit, et qui nous remplit d'espoir, qui n'est pas du tout un film triste. Donc engagé, je dirais, mais engagé pour la vie. Voilà. Et y compris dans le recueil de la parole de ceux qui vont mourir, ou de la mort. Moi, encore une fois, je vais avant que tu rebondisses, mais sur l'idée de l'engagement, moi, j'ai beaucoup approché par mon métier, donc la mort violente et la mort. C'est vrai que c'était quelque chose qui m'a accompagné, et dans ma vie personnelle, et en même temps dans ma vie de témoin. Et en fait, on se retrouve parfois avec donc des personnes qui vont mourir, ou qui viennent d'être gravement accidentées. Et encore une fois, la caméra est un prétexte, parce que moi, je ne suis pas sauveteur, ce n'est pas moi qui vais les sauver. Parfois, il y a des gestes à faire, mais moi, souvent, j'accompagne des gens ou qui prodiguent ces gestes-là, ou alors on est là en communion, et ça nous permet d'être dans un moment de spiritualité extrêmement fort, un moment sacré, et on est là encore, et on accompagne. C'est d'être accompagnant, c'est de dire tu comptes pour moi, je sais que je compte pour toi aussi, et tu n'es pas seul. Voilà. Et voilà l'engagement, jusqu'où ça peut nous mener. Et toujours avec l'idée, dans tous les défis, quand je vous disais c'est impossible, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais ça peut être un moment de prière. Moi, je prie très souvent et tout le temps, quoi. Voilà. Dans ma tête, je ne sais pas si je prie bien. D'ailleurs, il faudra peut-être que je demande un jour. J'ai posé déjà la question, mais qu'est-ce que c'est que la bonne prière? Est-ce qu'on prie? Je pense que moi, pour ma part, je pense qu'on peut prier n'importe où, dans n'importe quelle condition. Et souvent, entre deux phases de reportage, ou une préparation, ou d'un moment qui va être décisif, la concentration et la manière dont moi je m'en remets au Seigneur, c'est la prière. Alors il y a une prière qui est un petit peu machinale, on va dire,
Certains diront peut-être que ça n'est pas comme ça qu'il faudrait prier, mais moi, c'est ma manière de prier. Est-ce que ça me rassure? Je n'en sais rien, mais je remets ma vie entre les mains du Seigneur. Voilà. Et je remets la vie des gens avec qui je suis entre les mains du Seigneur. Et je me dis, ça va marcher. Et de toute façon, qu'est-ce qui peut m'arriver? À part, bon, perdre la vie, mais dans des moments d'extase spirituelle et de me dire, mais qu'est-ce que l'on risque? Alors, à prier, à rentrer en contact avec le Seigneur qui est notre guide. Et l'idée de ce guide, de ce Seigneur qui est notre guide, c'est quelque chose, et d'avoir la foi, c'est un truc mais dingue, parce que il est toujours là. Vous pouvez être perdu en montagne, vous pouvez être au fin fond de l'Amazonie ou avec les chasseurs Hadzabe en Tanzanie. Vous ne savez pas si vous allez retrouver votre parcours, votre piste, parce qu'eux, ils ont du gibier à aller chercher, ils vont pas vous attendre. Et vous savez que vous êtes perdu au milieu du bush, qu'il n'y a personne, il n'y a pas de GPS, il n'y a rien. Vous êtes mort s'il n'y a pas une âme charitable qui va à un moment donné, ou s'il n'y a pas une rencontre. Et donc, mais là, on n'est jamais seul. C'est-à-dire que le Seigneur est là. Et on avance et on fait ce qu'on a à faire et on est un engagé, mais on n'est pas un engagé seul, on est un engagé avec le Seigneur qui vous porte et qui vous guide. Voilà. Merci. Pas mal, son engagement là, c'est un bel engagement. Et lorsqu'on s'est eu un peu au téléphone pour préparer ces échanges, quelque chose aussi qui était fort pour toi, tu me disais, et c'est ce que tu as redit, je suis à la place où j'ai décidé d'être. Donc c'est un vrai choix, c'est une vraie motivation personnelle, mais une décision personnelle, tout ce parcours et tout cet engagement, et qui fait vraiment écho aussi avec des vraies similitudes à notre engagement en tant qu'entrepreneur où nous décidons, nous sommes à la tête de notre entreprise ou dans un groupe et nous optons aussi, nous faisons des choix parfois compliqués, mais des choix qui impactent nous personnellement et également tous ceux qui nous entourent. Donc merci pour cette première partie sur l'engagement. Tu as évoqué à travers quelques exemples déjà la diversité en fait des personnes que tu rencontres, qui peuvent être complètement éloignées de nos situations, de nos modes de vie. Et nous souhaiterions connaître, toi, ton expérience, et que tu puisses nous en dire un peu plus sur l'autre, sur l'enrichissement personnel qui en a découlé, toutes ces rencontres étonnantes que tu as pu faire, ou d'autres peut-être plus simples et plus à portée de main aussi. Voilà. Alors souvent dans les rencontres que je suis amené à faire à travers les reportages, ce sont souvent des gens qui peuvent être très éloignés de nous. Il peut y avoir des gens qui nous font peur au premier abord, des gens qui veulent notre mal aussi, qui veulent nous tuer parfois, des adversaires, l'ennemi, aller à la rencontre de l'autre. Et ça peut être une personne en prison, par exemple. Alors, tout ce que je vous dis, c'est du vécu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, moi, j'ai cette idée-là, mais c'est la caméra qui a encore le prétexte. Et c'est-à-dire que je peux aussi traduire ma rencontre, je l'inscris et je la fais partager à travers des reportages. Donc, ce qui est pas mal, c'est que ce n'est pas une démarche juste personnelle que je vais garder que pour moi et voilà, en collectionnant un certain nombre de... C'est pas du tout ça. C'est que ça me donne un alibi. Et ça vous donne une importance aussi comme ça, parce que vous arrivez ou seul avec votre caméra ou avec une équipe, ça intrigue, il y a une curiosité et il y a une attention qu'on vous prête. Et comme je vous disais tout à l'heure, le fait que vous portiez votre regard aussi sur quelqu'un, ça le grandit aussi. Et moi, ça me grandit d'essayer de comprendre et de faire partager le point de vue de telle ou telle personne. Moi, c'est vrai qu'il y a l'idée d'aller vers les démunis. Ou vers des gens qui vivent reclus. Ça peut être des communautés aussi perdues dans le monde. Je pense à un reportage que j'ai fait sur les Ménonites, par exemple, au Paraguay, qui refusent le progrès, l'électricité. Ce sont des rencontres absolument incroyables, mais savoir ce qu'ils ont dans leur tête, quel est leur schéma de vie. Ça peut être rencontrer un ermite, mais ça peut être rencontrer donc une femme au Brésil qui a perdu son fils, qui a été tué par la police. Ça peut être Kadidiatou, cette femme malienne que je filme pour un film que je fais pour Zone Interdite sur M6. Et alors, c'est le grand chef cuisinier Alain Ducasse qui a décidé
d'offrir une chance à des femmes immigrées, 15 femmes qui habitent à Sarcelles, et il va leur donner une chance unique. Il leur offre une formation, un CAP de cuisine qu'elles vont passer en 1 an. Avec la mairie de Sarcelles, à ce moment-là, il donne des facilités à ces mères de famille qui sont cloîtrées chez elles, qui s'occupent des tâches ménagères. Donc là, il va les aider à ce que les enfants puissent être gardés dans des crèches, dans des écoles, et qu'elles puissent se libérer de leur poids familial, de leur vie de tous les jours, pour arriver à s'enrichir. Alors, pécuniairement, parce qu'elles vont gagner aussi un salaire à la fin, hein, et puis aussi s'épanouir. Et alors, il leur offre à 15 femmes une formation, et au bout d'1 an, si jamais les femmes réussissent, ces femmes qui sont pour certaines pas analphabètes, mais c'est limite, certaines ont vraiment du mal aussi à comprendre certains cours, ainsi de suite. Si elles réussissent leur CAP, ils les embauchent en CDI dans l'un de ces restaurants. Ça, c'est la promesse de départ. Et moi, je suis amené à faire un reportage là-dessus. Et parce que je trouve l'idée, c'est quelqu'un qui m'a appelé pour me dire Alain Ducasse va faire ce projet-là, ça peut être magnifique. Et j'accompagne donc des femmes de Sarcelles pendant 1 an. Pendant 1 an, reporter, donc je dois m'entourer aussi, je mets en place mon stratège, quoi, hein. Vous savez bien que dans ces milieux-là aussi, dans ces communautés-là, on ne rentre pas comme ça, et un caméraman seul ne vient pas comme ça. Donc je me fais accompagner d'une journaliste que je vais former, et qui est maghrébine, et qui parle la langue aussi, et qui va nous permettre aussi de rassurer les personnes, ces femmes avec qui je vais tourner. Et puis vient le premier rendez-vous. C'est là-dessus que je vais surtout vous dire cette petite anecdote qui est assez amusante, parce que j'arrive, et les équipes d'Alain Ducasse, hein, à la communication, alors que c'est la première rencontre avec le chef cuisinier, et moi je vais filmer cette première rencontre. C'est le démarrage d'un long film. Donc c'est important d'être là pour que lorsque l'on pose la première pierre de cet édifice. Mais avant ça, je veux me présenter aux femmes. Et juste avant la réunion, la responsable communication vient me voir et me dit là, Géraud, vous allez pouvoir filmer, mais par contre, cette personne-là, cette malienne-là, vous ne la filmez pas du tout. C'est une vie brisée. Et cette femme-là est poursuivie par son mari. Il ne faut surtout pas la reconnaître. Si elle est filmée, si elle va être retrouvée, et elle va être tuée, quoi. Donc, et puis elle ne souhaite pas s'exprimer. Et donc moi, je fais ma petite présentation et j'explique à ces femmes ce que je vais faire, et si elles sont en accord avec ce projet-là, parce que c'est leur film, c'est leur histoire que je vais raconter. Si elles ne veulent pas, je m'expose au risque vis-à-vis de la chaîne, vis-à-vis de mon producteur, que le film ne se fera pas, évidemment. Je veux m'intéresser à leur histoire. Et moi, je suis que le passeur, le témoin, et je vais mettre mes compétences à leur service. Et je vais leur dire, je vais vous accompagner dans les moments difficiles comme dans les moments très heureux aussi que vous allez peut-être vivre. Et il y en a certaines parmi vous qui ne réussiront pas, et d'autres qui réussiront. Et je serai avec vous et on célébrera ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Et je me présente. Voilà. Et donc, j'interroge un peu cette assemblée de femmes là, qui sont toutes là et qui viennent du Mali, du Maghreb, du Sahel. Et il y en a une qui prend la parole la première, c'est Kadidiatou. C'est cette femme malienne qui était victime de la part de son mari d'abus, de violence, qui vivait cachée avec ses 2 enfants dans un foyer tenu secret, et qui prend la parole et qui dit « Moi, je veux témoigner, et je veux que ce soit mon film ». Et donc, c'est pour vous dire, vous voyez, il ne faut pas se mettre à la place des autres. Et donc, c'est ça qui m'a porté, et qui a fait qu'après, j'ai fait le film, j'ai accompagné des femmes, notamment, qui ont été en échec, mais qui ont laissé des souvenirs absolument magnifiques, et de connaissances de l'autre, et des cultures de l'autre aussi. Et c'est comme ça que ça m'a permis de passer un Noël dans une famille malienne à Sarcelles,
Et c'était fou. Je me suis retrouvé à faire des œufs, monter des œufs en neige, alors que normalement, à acheter du casse, on apprend quand même à faire un peu une sauce ou du chaud. Bon, mais parce que l'appartement était tellement petit et qu'elle apprenait tout dans des locaux absolument magnifiques, avec toutes les casseroles, les fouets, les trucs, les machines, que là, faire la cuisine pour le repas de Noël pour ses enfants et son mari, c'était très compliqué. Elle s'y retrouvait plus et elle ne savait plus. Donc, mais ces moments de partage ont été formidablement riches et je pense que ça nous a donné l'un et l'autre l'occasion de pouvoir communiquer, de parler et de se retrouver. Et ces moments de partage, merci. Et ces moments de partage, enfin, tu l'as évoqué un peu dans un reportage aussi avec le chef amazonien que tu as rencontré, Warouche. En quoi ça a changé aussi ta vie? Comment finalement, simplement de reportage auprès d'une tribu reculée, finalement, il y a eu une proximité qui s'est créée. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi? Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, cette rencontre? Une fois encore, vous savez, moi j'ai été bercé par des reportages, des grands reportages aussi, d'anthropologues, de Nicolas Hulot aussi, de 52 à la une, voilà, des grands reportages qui nous font rencontrer, qui nous donnent l'envie d'aller voyager, d'aller à la rencontre de ces communautés. Et puis en fait, j'ai déjà tourné à ce moment-là avant dans le Kavango, en Amazonie, au Brésil, dans des endroits reculés aussi, et j'ai rencontré des peuplades et avec des anthropologues qui étaient à la fois ou des scientifiques ou des réalisateurs, mais j'ai compris à un moment donné que c'était un petit peu leur chasse gardée. C'est-à-dire que je vous montre ce qui existe, mais n'y allez surtout pas parce qu'il faut préserver la planète et ne les dérangeons pas, laissons-les dans leur milieu. Et, bon, un discours un peu hypocrite et je me disais, je n'ai pas les compétences moi pour aller là-bas, pour aller à la rencontre de ces communautés, mais finalement, pourquoi pas. Et puis, donc j'ai créé un concept d'émission, d'aventure, où effectivement, je pars avec une équipe légère, très légère. On n'a pas de repérage. On part dans les tribus les plus reculées de la planète, en étant sûr, avec aussi des anthropologues, des scientifiques, qu'on ne va pas abîmer la tribu, bien entendu, et compromettre en fait leur vie sociale. Donc on y va pour se mettre, comme je vous disais tout à l'heure, dans la situation, pour moi, d'apprenant, donc complètement en humilité, et me présentant à eux comme un enfant. C'est-à-dire un enfant adulte, mais qui a envie d'apprendre, et je vais me remettre entre leurs mains, et je vais apprendre pendant un mois. Je vais vivre avec eux, et j'accepterai tout. Tous les défis que eux accomplissent tous les jours, aller chasser le miel auprès d'abeilles en furie, ou des larves de guêpes pour aller les chercher à main nue, ou à affronter le serpent corail, et je vous invite vraiment à aller voir cette série sur Internet, c'est impressionnant. Ou alors des caïmans, parce que c'est leur butin et qu'ils vivent de ça. Et là, je fais la découverte d'un peuple Shuar, et on m'a prévenu à l'avance, on m'a dit ne fais jamais confiance à cette communauté-là, parce que ils vont te recevoir, ça peut être même festif, et puis tu vas te faire tirer dessus, tu vas te faire décapiter, et c'est vrai que cette violence arrive souvent, c'est comme ça, beaucoup de sorcellerie, Donc moi j'arrive dans cette tribu et je me retrouve face à Warouche. Je ne connais pas son nom à ce moment-là, mais il n'y a pas de chef vraiment de tribu, mais enfin c'est celui qui mène son clan et qui est on va dire quand même le patron de la communauté, et qui me reçoit dans un rituel qui est filmé et qui est vrai, parce que le reportage que je veux faire, c'est l'authenticité. Je veux montrer aux spectateurs exactement l'envers du décor et ne pas tricher. Voilà, donc tout est réel, parce qu'aujourd'hui on est dans une société du fake, et on met tout en scène et on ne sait plus, et la jeune génération s'y perd. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, on mélange les images, on fait croire que là, c'était pas ça. C'est de se présenter en humilité, avec ses faiblesses, et en fait, je suis avec un anthropologue, je ne parle pas la langue de Warouche, il est face à moi, avec son fils, il y a une passe d'armes, ce sont des
des cartouches engagées dans un vieux fusil, une vieille pétoire, et alors ils vous font des passes, et pour voir si vous êtes courageux, on m'a prévenu à l'avance, il faut rester martial, il faut rester digne, il faut montrer qu'on est un homme, quoi. Et ils font passer le canon sous votre nez, et puis à la fin, ils tirent en l'air, et le coup part pas la première fois, ils réarment, ça part. Bon, on se dit qu'on peut aussi échapper, on peut mourir dans un accident bête, quoi. Ça peut être ça. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant ce dialogue, où Warouche d'abord se met à parler pendant longtemps, et où je l'écoute, et ça m'est traduit aussi par un anthropologue qui a vécu avec eux et qui me fait la traduction. Et après, je lui parle. Et je lui parle en authenticité. Vraiment, encore une fois, avec mon cœur. Et en vérité. Et en fait, l'anthropologue me dit, Géraud, j'ai des frissons sur les bras. Vous êtes en communion, mais totale. C'est-à-dire que je dois faire une traduction, je fais une traduction littérale. Je ne suis pas à interpréter, parce que j'avais été chez les Warani avant, qui est une autre tribu, et mes propos, il fallait un peu les modérer ou les arranger, parce que sinon, ça pouvait ne pas plaire. Là, il me dit, vous êtes en symbiose totale. Et j'ai découvert par la suite, effectivement, un frère. Voilà. Moi, j'ai jamais eu de frère. J'ai eu une sœur que j'adore, mais j'ai toujours été dans le manque d'un frère aussi. Et là, j'ai trouvé mon frère, qui me ressemblait totalement. Et quelques temps plus tard, après avoir passé beaucoup de temps avec eux et, comme je vous disais, affronté un certain nombre d'épreuves avec eux, sa femme et ses filles décident de me donner un nom et me donnent le nom de Warouche. Et aujourd'hui, je m'appelle Warouche. Et Warouche, en quittant l'Amazonie, je lui dis on va se retrouver. Je te fais la promesse qu'on va se retrouver. Et c'est pas une promesse, faire une promesse, engager sa parole, c'est important aussi. Je veux dire, vis-à-vis de l'autre, je pense vous aussi, à nouveau, chef d'entreprise, mais la confiance, tout naît de la confiance. Mais dire ce que l'on va faire et le faire et tenir sa parole, c'est très important. Et donc je lui fais cette promesse, mais je sais que c'est pas une parole vaine. Un an plus tard, l'occasion m'est donnée. Comme j'ai été reçu magnifiquement dans sa tribu, dans sa communauté, et il a une fille qui est atteinte de cécité, et donc je me dis, je vais monter un projet de crowdfunding, et je vais faire venir, ma fille se mariait, et je me dis, mais quel plus beau moment, alors que j'ai une fille, j'ai 4 enfants, mais j'ai une fille, elle se marie, et je me dis, mais quel plus beau moment pour un papa, ce jour, on va marier sa fille, c'est un truc dingue. Alors, je me dis, je vais faire venir mon frère Warouche et sa fille qui est atteinte de cécité. Et là encore, je vais remuer ciel et terre, quoi. Donc je monte un crowdfunding, je ne savais pas comment ça se montait du tout. Je me fais aider, j'essaie de lever quelques fonds, j'essaie de faire toutes ces formules de visa pour les faire venir. C'était la croix et la bannière. Je trouve au 115 à Paris un médecin en plein été, une femme médecin qui accepte de la voir, de la diagnostiquer. C'est un truc vraiment dingue, d'une générosité. Cette femme médecin, elle m'émeut encore. Je me dis, mais il y a vraiment eu au bout du fil une générosité. Mais comme quoi, il suffisait d'appeler et d'être un petit peu insistant. Et on y arrive. Et donc, j'ai soulevé des montagnes. Et le truc malheureux, c'est que Tsem n'a pas pu venir en France. Elle n'a pas eu son visa. Mais il faut dire que c'est une fille aussi qui est fragile et qui, vis-à-vis de l'ambassade, n'a pas su se défendre. Et je pense que le fonctionnaire à l'ambassade a dû juger que peut-être qu'il y avait une duplicité derrière, qu'il y avait un arrangement, qu'on la faisait venir pourquoi. Enfin, voilà, il y a eu de la suspicion. Et Warouche seul a pu venir. Il a affronté, il était très très courageux. Et il est venu en France, il a pris l'avion, il fallait voir l'épopée que ça pouvait représenter. Il est venu jusqu'à nous en France. Il est allé au mariage de ma fille, bien entendu. Une des premières fois qu'il sortait, en fait, vraiment. Il n'avait jamais vu, il n'avait jamais été sorti de l'Amazonie, quoi. Jamais été à Quito, la capitale de son pays. Et lui, il est des Chouars, la communauté Chouar. Il n'avait pas de passeport. Il a fallu tout faire. Enfin bon, et il a quitté sa forêt amazonienne et il est venu en France. Donc certains me disent un Indien dans la ville. J'ai pas vu le film, mais ça devait être ça, un Indien dans la ville. Et il est arrivé et j'espérais qu'il serait là à l'arrivée déjà parce que j'angoissais un peu pour lui. Et je l'accueille et on arrive à Porte-Maillot. La voiture de location que j'avais louée, j'avais prévenu le loueur, j'avais dit je veux une bonne voiture parce que pendant 3 semaines je vais le balader en France, il ne faut pas qu'il m'arrive un problème.
Mais le temps d'aller à l'aéroport, la voiture déjà montrait un dysfonctionnement. Je me dis, non, c'est pas possible, quoi. Donc, je vais accueillir Warouche, je le ramène porte-maillot pour changer ma voiture de location. Et pendant que je change la voiture de location, un camion de pompiers arrive. Ah, Géraud, qu'est-ce que tu fais? Mais le truc dingue, quoi. Mais les circonstances et les chances qui vous sont données dans la vie, mais c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais moi, c'est tout le temps, sur mon chemin. D'ailleurs, la chance d'aujourd'hui, je vous le dis, hein, c'est de vous rencontrer. Mais ça, je savais que ça allait être cette chance-là. Et bon. Mais là, je tombe sur un pompier qui me dit « Ah, Warouche !» Enfin, Warouche, il ne savait pas que je m'appelais Warouche, mais j'avais fait un tournage avec eux et j'avais été dans les pires des situations avec eux, des situations parfois terribles. Hein, bon. Et il me dit « Mais alors je lui raconte ce qui m'arrive. » Il me dit « Ah non, mais viens à la caserne, là, à Champéret, là. Les mecs vont être super contents. Là, on est en entraînement. » Et donc, j'ai amené... Non, mais Warouche, il n'était pas là depuis 20 minutes en France. Il s'est retrouvé dans une caserne de pompiers. Les mecs lui ont mis un casque de pompier sur la tête, lui ont dit on te monte en haut de la grande échelle. Bon, et puis il y a eu des opérations qui sont parties et il a visité le camion de pompiers, ainsi de suite. Mais tout a été émerveillement pendant 3 semaines. Et le plus beau moment, à part le mariage de ma fille, forcément, où il était à mes côtés, et là, je dois vous dire, et je l'ai su il n'y a pas très très longtemps, j'ai su que dans l'Assemblée, des gens bien instruits, fortunés, j'allais dire de mon milieu, d'où je suis, là où je suis né. Tout. Il y a des gens qui l'ont regardé avec au début un certain mépris ou un amusement ou de folklore. Et je l'ai su. C'est un de mes fils qui m'a raconté gentiment les choses après, parce qu'il ne voulait pas me blesser évidemment à ce moment-là, parce que peut-être que je serais monté, j'aurais peut-être remis mes gants de boxe, c'est possible. Mais vous voyez, vraiment la personne qui vient du bout du monde comme ça, qui a le courage de venir à nous, et là, je n'aurais pas supporté effectivement qu'on se moque de lui et qu'on on le dénigre, quoi. Voilà. Mais cet homme, il a été très grand, il était applaudi par tout le monde, il a joué un air de flûte dans l'église, et puis bon, et voilà, et puis le mariage. Et d'ailleurs, moi, quand vous mariez votre fille, vous êtes là. Moi, c'était mon premier mariage, quoi. Et le seul avec ma fille, mais je suis parti le dernier, évidemment. On clôt la noce, quoi. On s'assure que tout est bien. Et Warouche était là. Il ne voulait pas aller se coucher donc il a dû se coucher à 5h du matin. Il voulait être avec moi donc il m'a aidé. Voilà. Et je l'ai emmené après à Oradour-sur-Glane. Voilà. Oradour-sur-Glane, où moi, mes parents m'avaient emmené quand j'étais petit, et puis moi, j'ai emmené mes enfants aussi. J'ai tourné aussi un petit film à Oradour-sur-Glane. Vous savez, pour les plus jeunes qui ne savent pas, ce village martyr pendant la guerre, un village a été la proie en fait des SS, des Allemands, et le village entier a été détruit. Les gens étaient rassemblés dans l'église qui a été brûlée. Et j'emmène Warouche à Oradour-sur-Glane, et mon fils qui est à l'arrière et qui me sert d'interprète, parce que lui il parle espagnol, Warouche, on parle chouar ou espagnol, lui explique la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, enfin ils connaissaient rien de rien de rien. Et quand on est arrivé à Oradour-sur-Glane, il y a un musée, et Warouche il a voulu tout faire, tous les panneaux, on a tout lu. Et moi au départ, c'est des choses bêtes, mais pour avoir le ticket d'entrée, les gens enfin, il y avait encore quelque chose les gens ne sont pas nécessairement dans la cage. J'en veux pas à cette personne, mais c'était presque méprisant, quoi. Vous voyez, mais j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi intéressé par donc, le musée. Et après, on va dans le village, on déambule, et on va dans l'église, et on se retrouve seul dans l'église. Et là, on lui explique la situation, et il s'est mis à pleurer. Et vous voyez, il y a des touristes qui passent. Nous, on passe dans ces églises. On n'aura pas été ému, je pense. Moi, je n'ai pas vu de gens émus comme lui l'a été. Voilà. Et ça, c'est touchant aussi. Et ça veut dire que lui, il a perçu l'autre bout de la planète. Il a perçu aussi une âme. Il est rentré en communion avec nous. Et c'est pour dire autour de la diversité et ça, c'est une très très belle histoire, Warouche. Hein. Et on communique toujours. Alors moi, ce que je peux faire, c'est que je lui envoie de temps en temps un petit peu d'argent, mais c'est rien du tout. Hein. Mais 100, 150 euros, c'est un truc et là, en ce moment, ils vivent très très mal la situation. Et il n'y a pas tellement de moyens de communication avec eux. Ils sont passés c'est la jungle à Facebook. Il a un compte Facebook parce que son fils a fait quelques études et il a un téléphone. Mais vous voyez qu'ils ont sauté. Il y a des choses, ils n'ont pas de téléphone, par exemple. Je peux pas l'appeler comme ça, sauf par temps en temps
par téléphone, genre WhatsApp ou Messenger, des choses comme ça, et on arrive à communiquer comme ça. Mais c'est très très rare. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est tout le temps avec moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est important. Et de se dire qu'une rencontre comme ça, complètement improbable, ben, enfin, je suis quand même allé la chercher. Ouais. Il a quand même fait aussi l'effort de venir chez nous, quoi. Voilà. Et que je présente mes amis. Voilà. Donc, tu as osé la rencontre, ouais, et surtout avoir un retour vis-à-vis de ça. Et quel enseignement, nous, on peut en tirer en tant qu'entrepreneur? Comment finalement sortir de nos cercles et tenter cette aventure de l'accueil, de l'accueil de la différence? Quels sont les premiers gestes pour le faire? Quelles sont les premières données finalement? Moi, je dirais agir en humilité et agir en vérité et écouter que ce que je vous disais tout à l'heure, l'instinct et son idée première. Et en fait, on ne sait pas où ça nous guide. Mais si je reprends encore l'exemple de Warhol, je pourrais en prendre plein, je pourrais en citer plein. Je pense à cette femme rencontrée au Tchad dans un orphelinat pour enfants. Je pense à la petite Kimété au Kosovo qui était une petite enfant qui était... Enfin, je vais vous raconter son histoire très rapidement si on a le temps, hein, mais c'est pour vous dire... une petite fille en plein conflit kosovar, donc entre les Serbes et les Albanais, dans la ville de Mitrovica. Et cette petite fille, qui est d'une famille nombreuse, elle a une malformation sur la main. Et elle est la risée de tous les enfants du quartier. Elle a 7 ans. Et donc, c'est des populations très, très pauvres, hein, à ce moment-là. Et elle est battue, elle est griffée. Et là, il y a des gendarmes. C'est les premiers gendarmes qui sont venus depuis la guerre d'Algérie, qui sont venus pour ramener un peu la paix, du droit pénal, s'occuper un peu de la prison, remener des enquêtes pour essayer de ramener de la stabilité dans le pays. Et donc moi je fais un reportage avec eux, donc j'habite dans ce qui était une ancienne banque, au cœur de Mitrovica, et avec les gendarmes. Et là il y a un gendarme qui voit cette petite fille qui s'appelle Kimété, et qui la voit malmenée, qui la voit torturée, et donc qui s'approche d'elle. Et puis, quand il revient de patrouille la nuit, la petite fille est là, devant les marches. Et un jour, il va voir le médecin français à l'hôpital militaire qui est là, et il lui dit est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour sa main, parce qu'elle a une malformation, et le médecin, lui, vont voir à la famille, est-ce qu'il serait d'accord pour une opération, est-ce que la petite est d'accord? Je passe les détails, mais l'opération se fait. Le chirurgien militaire français, il fait un travail extraordinaire. Et donc, il lui répare sa main. Et l'image d'après, c'est que cette petite-là est devenue la star du quartier. Et elle ne parlait pas un mot avant. Elle ne parlait pas, on pensait qu'elle était muette. Et elle s'est mise à parler. Alors, vous voyez, encore une fois, moi, cette image, et ce témoignage, je l'ai filmé, je l'ai enregistré. Le gendarme, qui avait été son sauveur, ne voulait pas s'exprimer par pudeur, par humilité encore. Et il a accepté de le faire, et ça a donné une séquence absolument magnifique et qui est porteuse d'exemple, d'espoir pour plein de gens aussi. Et cette petite fille, elle a marqué, et elle a rayonné même à travers son histoire, sa souffrance, la générosité d'un chirurgien et lui, sa présence d'esprit. Donc ce que je voudrais dire, moi, c'est qu'il faut oser, mais oser en écoutant son instinct, en écoutant son cœur. Moi, c'est comme ça que je fais. Et là où le plus difficile, c'est les gens qui vont vous expliquer que ce n'est pas possible, qu'il ne faut pas le faire, qu'il y a des risques, qu'on ne peut pas tout... Voilà, je pense qu'il ne faut pas écouter ça. Et peut-être le dernier exemple que je vis actuellement, là je voudrais vous en parler, parce que moi j'ai une femme vraiment extraordinaire, et là elle m'a scotché. Bon, si vous voulez, notre engagement, il se traduit par l'action. Voilà, on va dire ça. Et la prière, elle se traduit par l'action. Et elle prend une vraie force et un enracinement à travers le geste et l'intention à l'autre. Et donc ça, tous, on en est capable. Sauf que souvent, dans nos sociétés, enfin, je ne vous apprends rien, on a tendance à détourner le regard. Et parfois, c'est parce qu'on ne veut pas non plus déplaire à la personne qui elle-même vous tend la main. Alors évidemment, on peut se dire il faut faire attention à toutes ces arnaques, à tous ces gens. Bon. Mais en fait, non, pas seulement le sourire, mais l'action, aller à la rencontre et essayer de venir en aide et essayer d'écouter, de faire parler la personne. Et bien là, moi, je suis en train de le vivre grâce à l'action de ma femme. Alors moi, je suis le bras, je
suis l'ouvrier, j'amène ma force, j'amène la logistique, et elle travaille dans une agence immobilière. Pendant l'été, au mois d'août, hein, elle voit un jeune homme, en plein 16e arrondissement, à l'entrée du bois de Boulogne, sur une pelouse, et elle le voit de jour en jour qui s'affaiblit, et puis il est couché, il vit tout le temps couché. Et à un moment donné, elle se dit, mais c'est pas possible, il est là depuis, parce que ça fait plusieurs jours que je passe. En fait, c'est peut-être grâce à Madame Hidalgo, finalement, qu'il aura été sauvé, cet homme. Je vais vous dire pourquoi, parce que les parcs-mètres ont augmenté dans la ville de Paris. On est obligé de se garer dans le bois de Boulogne, donc, du coup, ça oblige ma femme à faire ce parcours-là. Et elle croise cet homme qui s'appelle Sergueï, donc elle apprend à le connaître, et il est en train de mourir. Voilà. Et il va mourir. Et elle me demande quoi faire. Et elle est allée le voir, lui a apporté de l'eau, mais il n'est même plus en capacité de pouvoir s'alimenter ni rien. Et donc, je lui dis, mais il n'y a pas 36 solutions à faire. Il faut prévenir les pompiers, il faut prévenir le SAMU. J'appelle un copain aussi pour être sûr, chez les pompiers de Paris, qui me dit, mais bien sûr, fais ça. Et on y va. Et donc, moi, je lui sers pour le lever. Parce que vous imaginez, quand vous êtes couché comme ça depuis des semaines, donc, vous ne vous levez pas pour quoi que ce soit, donc pour vos besoins, donc vous imaginez à la fois la puanteur que ça peut être, le côté répugnant que ça peut être, donc les gens encore moins ont envie de... Et les pompiers l'emmènent finalement à l'hôpital, on arrive à le faire garder 2 nuits à l'hôpital, on appelle les associations, plein de bonne volonté, plein de gens qui vous disent oui mais il y a une maraude qui va passer, il faut le ramener sur la pelouse où il est, on va venir le chercher, mais tout ça pour rien, des coups de fil et des coups de fil et des coups de fil, mais rien. Et puis la pluie qui tombe, ah mais on ne l'a pas trouvé, enfin des excuses, mais encore une fois, j'en veux pas aux associations qui font un travail formidable, hein, mais cet homme-là, si à un moment donné, il n'y a pas quelqu'un comme nous, de la société civile, qui n'est pas engagé dans une association, mais qui n'a pas cette attention à l'autre, et vous, j'imagine dans votre entreprise, avoir quelqu'un qui à un moment donné peut être un petit peu seul, un petit peu isolé, qui est un peu en souffrance, ainsi de suite, c'est d'aller vers l'autre, quoi, et de se présenter en humilité et de se mettre à sa hauteur. Et moi, aujourd'hui, elle s'occupe de Sergueï. Il va retourner en Lettonie. Elle lui a fait refaire des papiers à l'ambassade. Elle a pu appeler ses grands-parents en lui rechargeant un téléphone. Il se souvenait d'un téléphone. Là, elle essaie de le faire vacciner. C'est la croix et la bannière. Et on va lui retrouver un bus. Et c'est un homme qui a 34 ans, qui a l'âge peut-être un petit peu plus vieux que mon fils aîné, et elle s'est dit, j'aimerais qu'à l'autre bout du monde, si ça devait arriver à mon fils, qu'une maman fasse la même chose pour eux. Et donc elle vit pour ça, et aujourd'hui c'est sa mission. Et c'est simple, c'est très très simple. Et moi, vous savez, la chance qui m'a été donnée, et ça j'adore ça, parce que c'est le geste, j'aime bien cette parole de l'Évangile, et quand on dit que le Seigneur va aller laver les pieds de son prochain, quoi, hein, acceptez ça. Et là, c'est rien du tout. Parce que là, vous vous retrouvez à prendre une douche avec Sergueï dans une paroisse qu'on a trouvée et qui nous a donné un créneau de 20 minutes pour pouvoir... et il ne s'est pas douché depuis des semaines. Donc vous imaginez ce que ça peut être. Et moi, je vous assure, ce moment, il est exceptionnel. C'est-à-dire que je suis à poil avec lui dans la douche et je suis en train de le frotter, de le récurer. Et c'est un truc qui peut paraître répugnant pour certains. Mais moi, ça, je me dis là, c'est pas que je gagne mon paradis, c'est que je suis en communion, mais totale avec le Seigneur. Mais ça, c'est une chance qui m'est donnée à ce moment-là. Je me dis, la chance, c'est de pouvoir passer à l'acte, voyez ? Parce que dans nos vies, souvent, il y a beaucoup de générosité. Il y en a plein, mais en fait, on n'a pas forcément l'occasion, même si toutes les occasions nous sont données. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose dans notre vie qui va peut-être croiser notre chemin, et c'est d'être capable de se mettre en capacité, vraiment dans la plus totale humilité, de pouvoir servir l'autre. Et en fait, servir l'autre, se mettre vraiment dans accompagner ses désirs. Là, par exemple, le coup d'après, ma femme lui dit « Qu'est-ce que tu aimerais qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» Et il dit « Ce que j'aimerais, moi, c'est une soupe pékinoise. » Voilà. Ça, c'est un truc, une soupe pékinoise. Et puis, alors, les McNuggets, là, il dit les trucs grillés, le poulet grillé comme ça chez McDonald's, là, et, avec de la moutarde, la sauce moutarde.
Bon, alors, ben moi, vous voyez, c'est simple, hein. C'est un coup de scooter. En sortant du boulot, j'apprends ça. Courir chez un Chinois, essayer de trouver une soupe pékinoise à 20h du soir dans un truc encore ouvert. Foncer au McDo, faire le truc, ramener. Mais vous ne pouvez pas savoir le bonheur que ça a été pour lui de prendre chaque frite comme ça. Il n'y avait pas de sauce moutarde, hein, c'est que de la sauce barbecue ou des trucs. Il l'a trempé comme ça. Il la prenait, il l'a mis. Et c'était. Et en fait, on sait très bien que ce n'est pas parce qu'on est pauvre, démuni, indigent, ainsi de suite, qu'on va donner à chaque fois un plat de bolino ou un truc, ou des pâtes, ou un truc, ou du riz. C'est pas ça. C'est écouter, c'est pas un caprice, c'était un désir. Mais en fait, c'est magnifique de pouvoir partager quelque chose d'aussi simple que ça. Et ça, c'est la dernière aventure à partager. Mais il y en a plein, il y en a tout le temps. Mais c'est une belle transition, merci en tout cas. C'est une belle transition sur ce témoignage, sur l'importance du témoignage, qui est le troisième thème que l'on souhaite aborder ce matin. Nous pensons aujourd'hui qu'il nous faut trouver des modes de témoignage qui relèvent de notre enracinement autour de la dignité, comme tu l'as évoqué là, du bien commun, de la solidarité. Par tes fonctions de grand reporter, tu as fait le choix de porter ta sensibilité et de nous faire réfléchir sur des thématiques inexplorées et profondes, toujours avec un angle de vue très différent. Comment as-tu trouvé ou où as-tu trouvé ce discernement? Et est-ce que tu penses avoir pu faire bouger les lignes aussi sur cette façon de témoigner, cette façon de reportage, témoignage que tu apportes? Alors, il y a l'idée de témoigner, c'est-à-dire d'apporter son point de vue. Et ça la chance m'est donnée à travers le documentaire. Par rapport au magazine, le magazine pour la télévision, ça va être de la séquence, ça va être de l'information. Et le documentaire, c'est ce que je préfère parce que c'est vraiment un regard d'auteur. Alors évidemment, il faut tenir compte de ce que les diffuseurs nous donnent comme limite. Mais en fait, il y a un des moments que je préfère dans les films, c'est à la fin, c'est le mixage, et lorsque l'on porte sa voix. Et lorsque la chance m'a encore donné de porter ma voix, parce que parfois, on vous impose, que ce soit ou la présentatrice de l'émission, qui n'a rien vu du film, mais qui va poser sa voix, et sur l'œuvre sur laquelle vous avez travaillé pendant 1 an, et sur des histoires humaines, puisque c'est ça qui m'intéresse, et qui va porter sa voix avec un commentaire que vous aurez écrit, qu'elle aura peut-être rectifié aussi. Donc là, le documentaire et l'œuvre d'auteur, c'est formidable parce que là, vous pouvez aller au bout de votre de cheminement. Et lorsque vous êtes dans un studio de mixage et que vous portez votre voix, il y a toutes ces images et vous connaissez tout le background aussi, tout ce qui s'est passé avec le personnage et tout ce qui vous lie. Et là, il y a la manière de le dire. Vous voyez, et c'est pas pour faire jouer un rôle ou prendre une voix empruntée ou toujours la même musique qu'on peut entendre dans certains films, dans certains reportages, qui est très agaçante. Mais là, c'est de parler aussi en sincérité et d'y mettre son cœur. Et je pense que ça, je ne sais pas en tout cas si ça passe dans certains reportages, mais il y en a, je suis sûr que oui, parce que en tout cas moi quand je le dis au micro, je vous assure que je suis aussi en émotion, quoi. Voilà. Et donc, j'ai oublié ce que tu me disais à propos, parce qu'il ne faut pas que je coupe le lien sur... Non, en fait, j'évoquais ton angle de vue différent aussi. Où tu trouves ce discernement finalement dans cet angle de vue, dans cette vision que tu as des reportages que tu mènes, et en quoi ça peut, nous, aussi entrepreneurs, nous aider dans ce témoignage, dans voir les choses différemment et enfin, nous accompagner. Oui, alors l'autre chose que je voulais vous dire, oui, voilà, j'ai retrouvé le fil, là, mais donc ça c'est la partie je témoigne. Et puis il y a la partie aussi je fais témoigner les autres. Et c'est ça qui est pour moi qui est le plus important. Et parce que je pense que faire entendre la voix de ceux qui d'habitude ne parlent pas. Voilà. Et je pense que dans les entreprises, c'est un petit peu ça aussi. C'est-à-dire que se tourner, alors on parlait tout à l'heure de la diversité, de la différence, mais essayer de faire parler celui qui n'a pas la parole, qui ne peut pas s'exprimer, qui ne veut pas, qui n'ose pas s'exprimer, faire en sorte qu'il puisse, à un moment donné, porter un témoignage pour les autres. Ça peut être par l'action, ce n'est pas forcément de s'exprimer en public ou de prendre la parole. La manière de témoigner vis-à-vis des autres, ça peut prendre plein de sens différents. Ça peut être une belle action qui va être saluée, et ça va aussi avec la confiance. C'est-à-dire je te fais confiance et ton témoignage est important.
Et ton témoignage va nous faire grandir, va peut-être, alors là, dans le dernier cas qui m'a été donné, par exemple, du témoignage, je vous en parle parce qu'effectivement, c'est ce caporal-chef Max Blasco. Donc, je fais un film sur les commandos montagne au Mali. Et il se trouve que lui, je le connaissais précédemment, je ne le connaissais pas bien, mais j'avais tourné avec lui déjà à Vars, et j'avais été au courant que ce gars-là avait été un héros, avait eu un comportement héroïque en sauvant l'équipage d'une gazelle en feu qui avait été abattue par des djihadistes au Mali lors d'une opération de combat, après une nuit de combat de ses camarades. Et à l'époque, je lui dis, il faut que tu témoignes, il faudra que tu témoignes un de ces jours, parce que c'est important. Tu peux aussi susciter des vocations. Et ce que tu as fait est héroïque, et tu te bats aussi, lui, avec ses convictions et les valeurs et l'engagement de notre pays là-bas, à ce moment-là. Il ne s'agit pas de faire de la politique ou d'essayer d'expliquer pourquoi on est présent au Mali ou pas. C'est pas ça du tout. Soldat de la République, il est envoyé là-bas et il fait sa mission. Et donc, il avait sauvé 2 hommes dans des conditions absolument incroyables et qui ont été rendus publics après à la télévision. On en a parlé, vous en avez peut-être entendu parler. Mais cet homme était quelqu'un d'extrêmement humble et ne voulait pas s'exprimer. Et lors de mon dernier reportage au Mali, donc finalement un an plus tard, il décide de se confier en associant 2 de ses camarades qui étaient combattants aussi à côté, parce qu'il ne voulait pas parler tout seul. Et puis j'ai pu le filmer un peu dans son métier de tireur d'élite, où il va dans sa gazelle et tout. Et ce témoignage-là, je l'ai recueilli, et lorsqu'il est mort, j'en parle à nouveau à ma femme, et je lui dis, tu sais, en fait, ce soldat, Max, je l'ai filmé. Elle me dit, il faut que tu diffuses ce témoignage. C'est elle qui m'a porté aussi, qui m'a dit, tu dois le faire parce que c'est une manière, tu vas lui rendre hommage. Et donc, alors là, c'est par les réseaux, et moi je ne suis pas très familier des réseaux sociaux. Voilà, c'est pas mon truc, j'ai l'impression d'être un petit peu esclave de ça, donc j'essaie de m'en éloigner. Je ne communique pas du tout sur Facebook, sur Instagram, jamais, je ne fais pas de post, mais je sais bien que peut-être que je suis en retard, ou peut-être qu'il faudrait aujourd'hui. Et vous, peut-être, c'est une manière de communiquer, et il faut le faire, et j'admire ceux qui le font aussi par ailleurs pour communiquer de belles choses. Moi, c'est moins mon truc, mais finalement, cette interview, on la ressort rapidement, et on fait un petit montage, et on fait entendre sa parole. En fait, ça a fait presque 2 millions de vues. Et donc, ça veut dire que ça a porté. Et sa parole, je pense qu'elle est utile aujourd'hui. Alors ça, cette force du témoignage, et apprendre à communiquer et faire entendre aussi ce que l'autre a de plus puissant, qui parfois est très intériorisé, mais qui peut nous révéler de très belles choses. Et je trouve que la force de ce métier, c'est d'essayer de faire aussi naître le beau, et de révéler en fait ce qu'il y a de fort en chacun de nous, et souvent dans celui qui est le plus démuni, ou celui vers qui on ne va pas forcément jeter son premier regard, celui qu'on va délaisser. Et je pense que pour répondre à cette question, je pense que dans l'entreprise, il y a peut-être un petit peu de ça aussi. Il y a ceux qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, et le fait d'aller à la rencontre et de penser que son témoignage, à la fois dans l'action, dans la prise de parole, et lui dire que ça compte, c'est une manière de dire tu comptes. Tu comptes pour nous, tu comptes pour... et de s'intéresser à l'autre. Et donc, c'est ça. La prise de témoignage, c'est d'abord s'intéresser à l'autre. Aujourd'hui, vous vous intéressez à moi, par exemple. Ça me grandit. Voilà. Mais dans la rencontre de l'autre, c'est dans la discussion, c'est pas parler de soi, pas forcément parler de soi, c'est parler de l'autre. Et ça permet d'ouvrir le dialogue. Et je pense qu'après, ça fait naître une confiance, et qui fait qu'on peut encore mieux travailler en équipe. On sait qu'on compte, et que la personne, elle compte pour les autres, et qu'elle a quelque chose à apporter. Merci beaucoup. Effectivement, ce témoignage, c'est mettre quelqu'un, sans dire en avant, mais de reconnaissance. Après, il est important aussi, en tant que dirigeant, on puisse témoigner aussi de nos propres actions, de nos propres engagements, comme toi, tu le fais un peu aujourd'hui. Et ça, c'est aussi dans
dans Agir, dans l'ADN des EDC, et c'est quelque chose sur lequel on va continuer à discuter ensemble ce matin. Merci encore beaucoup pour ces témoignages. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions, souhaitent intervenir, souhaitent échanger peut-être sur leur propre témoignage aussi, ou poser des questions à Géraud? Et je vais faire passer le micro. J'avais juste une petite question. Quand je t'écoute, je me dis quelle est la place que tu laisses à ta famille? En fait, voilà. Alors, il y a... Je vais vous parler vraiment très franchement. C'est que j'ai fait le choix d'abord de me marier. J'ai la chance d'être avec la même femme depuis... je suis marié à 27 ans. On a eu 4 enfants, comme partout, j'imagine. Il y a des hauts et des bas. Mais il y a un contrat moral que j'ai passé avec ma femme alors qu'on était fiancés. Donc elle savait quand même l'énergumène qu'elle épousait. Et elle savait que je me plongeais dans une vie d'engagement. Et elle a subi beaucoup de choses, hein, parce que d'abord, elle m'a connu à l'hôpital, pratiquement, quand j'ai eu mon premier accident de montagne, qui était un gros accident. C'est une épopée, c'est un truc dingue. J'ai été secouru par Enfin, j'ai fait une chute de 40 mètres au mois de novembre, dans le massif des Bauges. Je suis arrivé, j'avais perdu tous mes équipements, j'étais à poil, j'avais le fémur cassé, la main cassée, la tête... complètement ensanglanté, comme scalpé. Et là, d'ailleurs, pour revenir tout à l'heure à l'utilité et je veux dire la manière dont les gens peuvent se sentir grandis, et un jour ils vous le rendent. Là, c'était pas attendu, mais vous savez, c'était une section d'appelés que j'avais, et qui avait certains étaient, enfin, il y en avait un, il savait à peine lire et écrire, mais j'avais élevé, j'étais son tuteur quelque part, son chef, son lieutenant. Et donc, je lui avais donné des responsabilités. Et il était chasseur alpin. Il était en montagne et il portait la trousse de secours. Et lui, il a décidé du sommet, alors qu'on n'avait pas de cordes ni rien. Ils ont fait des cordes avec les sangles des sacs. Ils sont descendus. Il est descendu jusqu'à moi. Et parce qu'il s'est dit, j'ai une mission, quoi. Je suis le secouriste, quoi. Et quand il m'a vu, il a dit, oh mon lieutenant, si vous voyez votre tête, je cru qu'il allait me faire rire. Il m'a mis une espèce de bandage. Il était incapable de faire du feu après. Moi, je ne pouvais plus bouger. Bon, voilà, c'était une épopée, mais ce gars-là, il est resté toujours dans mon cœur en me disant, mais lui, il s'est senti une mission. Vous voyez, c'était peut-être le plus démuni de la section. Mais ce jour-là, il s'est révélé. Et moi, ça m'a grandi aussi. Et je me suis dit, voilà, c'est quelqu'un sur qui voilà, on peut compter, et c'est complètement inattendu. Et c'est peut-être le dernier, j'allais dire, le plus vaillant, le plus méritant, le plus ce qu'on veut, qui aura été le premier à un moment donné à porter secours aussi à son lieutenant, quoi. Voilà. Donc ça, c'est quand même une belle reconnaissance quand ça vous arrive. Et ma famille, eh bien, elle a connu différents accidents, et parce qu'il y a les accidents un peu spectaculaires et tout ça, puis il y en a plein d'autres, parce que en fait, moi, j'aime bien le risque physique aussi. Donc un peu, quand j'étais petit, je voulais être dompteur ou cascadeur. Donc voilà, ça vous dit un petit peu, ça vous cerne un peu les choses. Mais il y a eu un espèce de contrat et ma femme a accepté un peu ça. C'est-à-dire que j'étais en même temps militaire, j'étais soldat, et donc j'acceptais et j'ai jamais refusé une mission. Et j'ai jamais été dans les états-majors. Mais je n'aurais pas été capable d'être dans les états-majors. Mais ce que je voulais, c'était une vie sur le terrain. Et donc je me suis toujours débrouillé pour être sur le terrain. Et donc toute ma vie, je l'ai fait sur le terrain. Et les choix, ils sont difficiles. Et ils sont encore difficiles aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui se pose la question de savoir si je dois retourner en Afghanistan, par exemple. Et ma femme n'y tient pas du tout. Mais avant, que ce soit toutes les missions, c'est 30 ans de mission, quoi. Donc c'est difficile pour une épouse, c'est difficile pour des enfants. Et c'est d'autant plus difficile pour des enfants qu'il y a un stress. Et les enfants, ils sont comme des éponges et ils veulent vous protéger, donc ils ne vont pas forcément manifester non plus leur douleur et ça peut créer des troubles. Et ça en a créé chez moi. Et ce qui m'a donné l'occasion d'ailleurs de faire un film là-dessus pour donner la parole à des enfants, notamment de familles endeuillées qui ont perdu leur père, qui n'est pas revenu d'Afghanistan, et pour faire entendre la parole des enfants qui est absolument magnifique. Mais c'est vrai que ça pose un problème dans la famille, mais en même temps, moi, c'est ma mission. J'ai décidé d'avoir des enfants et de les assumer
totalement. Et mon métier me nourrit également, me nourrit financièrement. Donc je me dis, c'est vrai que il y a toujours des choix à faire, mais mon choix, c'est le choix que j'ai choisi d'être reporter et d'être au front et d'être un engagé et d'être sur le terrain. C'est le choix que j'ai fait. Je l'assume et j'essaie de l'assumer jusqu'au bout. Donc, ne se pose pas la question. Quand il y a une mission, on me demande de partir en mission, ou si je trouve une mission et que je me dis, là, il faut y aller, j'y vais. Et c'est une cordiale entente avec ma famille. Je les fais certainement souffrir, mais en même temps, je les nourris. Vous voyez. Donc, on ne peut pas tout avoir. Et je pense que pour les chefs d'entreprise, c'est exactement pareil, j'imagine. Parce que le temps que vous passez au boulot, le temps que vous passez pour ce que vous avez créé, le temps que vous passez peut-être loin de votre famille, mais en même temps, c'est votre mission, c'est ce qui vous nourrit. Et c'est pour ça que ces assises, aujourd'hui, remettent du sens dans ce qu'on fait. On ne fait pas ça nécessairement pour s'enrichir, même si c'est important, parce que s'enrichir, c'est peut-être payer convenablement ses salariés, faire vivre sa famille, qui manque de rien, faire des actions, pouvoir donner aussi un peu quand on peut. Vous voyez, voilà. Donc, j'allais dire, ma famille, je pense que je leur apporte aussi autre chose. C'est-à-dire, il y a la notion d'exemplarité. Même là, ce que je vous dis, j'en parle jamais à ma famille. On n'en parle pas. Je vous ai dit des choses que je ne leur ai jamais racontées. Parce que en fait, ils sont aussi dans leur monde, ils ont leurs objectifs. J'ai des enfants qui sont grands aujourd'hui. Mais et puis, je suis chef de famille. Et donc, on a nos responsabilités. Et je les assume, moi, à travers mon métier que j'essaie de faire jusqu'au bout. L'autre chose, c'est, comme je vous dis, et ce qui me grandit, c'est la notion d'exemplarité. Et je pense que pour les enfants, c'est d'être aussi, à nouveau, comme je disais tout à l'heure pour notre Seigneur, c'est d'être un guide. Et ben, on peut aussi être un guide, et moi, je suis un peu le chef de cordée. Et peut-être qu'un jour, c'est eux qui me prendront sur leur cordée, j'espère, et qui ne me laisseront pas tomber. Une autre question? Moi, je voulais savoir pour votre maman, parce que vous aviez dit que la première fois que vous avez fait de la boxe, elle a eu du mal à l'accepter. Est-ce que vous pensez qu'elle a eu raison, tort? Et puis aussi, comment elle a réagi à la suite, puisque vous avez continué à prendre des risques? Donc, je voulais savoir. Alors, ma maman, d'abord, je m'occupe d'elle en ce moment. J'ai cette chance. Et je vais vous dire, je vous le dis parce qu'il y a peut-être des gens dans l'Assemblée qui sont pas peut-être encore au courant de l'importance que ça peut avoir. Mais, et puis d'autres qui le font évidemment beaucoup mieux que moi je vais le faire. Et là, je ne suis pas en train de donner une leçon, hein, du tout. Mais j'ai compris à travers certains films que j'ai pu faire. Et puis j'ai tourné en centre de soins palliatifs aussi. Alors ma maman n'en est pas là du tout. Mais j'ai eu la chance de m'occuper de mon papa qui est mort d'Alzheimer. Et c'était aussi encore une très grande chance. Parce que c'était un papa que je vénérais, qui était un grand exemple. Et de sportivité, d'élégance, de combativité, et de droiture. Et en fait, j'ai eu la chance, moi, quand il a eu Alzheimer dans sa dernière année, de pouvoir lui rendre un petit peu ça en le soulevant, en lui donnant sa douche, son bain. On en revient toujours d'ailleurs à ce que j'ai vécu avec Sergueï il n'y a pas très très longtemps. C'est génial, ça, cette image de pouvoir soigner aussi, apporter des soins physiques à une personne qui en a besoin. Parce que ça, c'est quelque chose, on en est capable ou pas, mais aujourd'hui, par exemple, vous allez dans certains hôpitaux, on vous distancie de ça. C'est-à-dire que vous, faisant partie de la famille, vous n'allez pas pouvoir soigner la personne. On va vous dire, non, on va laisser faire les professionnels. Et puis, moi, j'ai eu cette chance-là. Et donc, vous êtes vraiment en communion totale, communion d'esprit et de corps. Hein. Et aujourd'hui, moi, simplement, je rencontre un peu ma maman qui habite pas très loin, donc je vais lui faire des petites visites. Et puis, je lui passe un coup de fil par jour. Mais je sais que ce coup de fil-là, c'est quelque chose qu'elle attend profondément. Alors, sur l'histoire de la boxe, ça, c'est une blessure personnelle. Mais là, encore une fois, elle serait furieuse que je vous l'ai raconté d'ailleurs. Mais je vous ai parlé de manière intime, c'était le but. Moi, je me mets à nu devant vous. Donc là, c'est ça. Et je vous ai parlé d'une fracture. Il y en a certains qui vont dire, ah oui, c'est pas grand-chose, il y en a qui ont vécu. Mais oui, peut-être. Moi, c'est ça. Et j'ai été blessé vraiment par ça. Parce que c'était dans ma construction de vie d'homme, j'avais besoin de m'affirmer et de montrer que j'étais un vaillant, vous voyez, un courageux, à quelqu'un. Voilà. Donc j'ai pu essayer de le montrer par ailleurs à ma petite manière. Bon, voilà. Mais
elle, ben, comme une maman, et comme toutes les mamans, et toutes les mamans de boxeurs, elles tremblent. Et après, les mamans de militaires, vous imaginez, les épouses de militaires, mais les mamans de soldats, même chose. Donc, il faut se mettre à la place de ces femmes, mais en même temps, vous leur amenez aussi de la fierté, je pense. Et ça, c'est important aussi. Et un jour, alors que je pense que moi, oui, j'ai pas fait de grandes études. J'ai passé un bac, je me suis engagé à l'armée et j'ai fait des études après, en fait. Parce que l'armée, ça, c'était pas mal pour ça. Ils reconnaissaient un peu j'étais officier, mais les gars qui en voulaient un petit peu, et en me disant, bah, tiens, tu pourrais passer un concours interne dans l'armée. Alors, ça se passe en cours du soir, le week-end. Et puis j'ai fait ça. Je me suis inscrit à la Sorbonne et puis j'étais voir un maître de conférence. Hein, mais j'étais au culot. Hein, et je lui ai dit, bon, alors voilà, moi j'ai rien du tout, mais j'ai fait ça dans l'armée, ça dans l'armée. Il y a peut-être des équivalences. Moi j'ai besoin d'une licence. Parce qu'avec cette licence-là, je vais pouvoir me présenter au concours de l'armée interne. Il m'a dit, bon, bah, ok, avec les équivalences et tout. Donc je me suis inscrit dans une licence de sciences de l'éducation à la Sorbonne. Bon. Ce gars-là, ce professeur-là, il m'a fait confiance. Et je lui ai dit, en tête à tête, je lui ai dit, si vous me faites confiance, vous ne serez pas déçus. J'irai au bout. Et le diplôme, je l'aurai. Donc, il m'a donné ma chance dans les études supérieures, vous voyez, que je n'avais pas, je n'avais qu'un bac. Hein. Et j'ai eu mon accident d'hélicoptère. Il y a eu des potes que j'ai mobilisés qui ont été suivre les cours pour moi à la Sorbonne et qui me les enregistraient, les cours magistraux, hein, et dans ma chambre d'hôpital, j'écoutais mon électrophone, je recopiais les cours, j'ai eu ma licence. J'y étais à la fin, j'étais passé les examens en chaise roulante et tout, j'y allais le week-end, ma femme me conduisait en chaise roulante, j'ai eu ma licence. J'ai pu me présenter du coup au concours interne de l'armée. Et j'ai eu le concours interne de l'armée. Mais comme j'étais encore paralysé, 4 jours avant le concours, on m'a dit « Ah non, mais non, vous n'êtes pas inscrit parce que vous êtes handicapé, vous êtes… Je dis « Mais pas du tout, j'ai jamais dit, au contraire, je vous ai toujours dit que j'ai fait un foin, mais de folie. Hein. J'ai écrit au ministre de la Défense, je ne me suis pas dégonflé. Je me suis présenté à l'école militaire, j'étais sur la liste des gens, j'étais en béquille, j'étais présenté sur la liste des gens qui pouvaient postuler pour le concours. J'ai été reçu major. Ça veut dire que j'ai pu choisir exactement la filière dans laquelle je voulais être formé. C'est la première fois de ma vie que je suis sorti major d'un concours, la seule fois. Mais j'étais animé de cette espèce de fougue, d'entrain. Bon, ben, des choses comme ça, lorsque vous réussissez un peu, quelque part, a posteriori, mais voilà, votre maman, elle est contente, quoi. Et elle se dit, bon, bah, et puis après, vous partez en opération, ainsi de suite, vous revenez, elle est heureuse, et vous avez des choses à raconter. Et ça n'est pas fade, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que les rencontres, nos retrouvailles ne sont jamais fades, et qu'on arrive aujourd'hui à se parler en vérité. Et je lui parle de sa maladie, je peux lui parler de ses handicaps, je peux lui parler en franchise. Et on n'est pas en train d'ignorer quelque chose ou de faire croire que… et moi, il y a une chose qui, comme j'ai été blessé souvent, et je trouve… Alors, il y a ceux qui vont vous dire quel courage, quelle force, ou qui ne vont pas vouloir vous parler. Et je pense qu'il faut savoir parler clairement à la personne et pas ignorer là où elle se trouve et la blessure qu'elle peut avoir ou la souffrance qu'elle peut avoir. Il ne faut pas ignorer la souffrance pour dire « Ah, mais attends, tu me dis ça, mais on va passer… parlons d'autre chose. » Non, c'est « Je sais que tu souffres. » Vous voyez, mais je te comprends. Et puis, comment est-ce qu'on peut dépasser ça? Mais voilà. Donc ça, c'est le rapport qu'on peut avoir avec sa maman que j'ai aujourd'hui. Et à chaque fois, ben, ça se traduit par le fait qu'elle est contente. Elle se dit qu'elle a beaucoup de chance. Voilà, ben, tant mieux. C'est vrai que dans notre famille, j'ai une sœur qui s'occupe beaucoup d'elle, vous voyez, par exemple, et moi, peu. Moi, je passe des coups de fil, simplement, et voilà. Mais les moments qu'on a, et le peu de moments qu'on a au téléphone, ensemble ou autre, c'est des moments, je sais que ce sont des moments très importants pour moi et pour elle, surtout. Oui, évidemment, profondément touchée. C'est un mélange de commentaires et de questions autour vraiment de cette place centrale de l'instinct et de suivre son idée première. Est-ce qu'on peut dire en fait que c'est véritablement écouter ce ressenti, cette motion un peu de l'Esprit Saint, et parce que quand Guillaume vous avez repris, je suis à la place où j'ai décidé d'être. Ça veut dire d'écouter, vraiment de faire confiance à ce ressenti. Est-ce que oui, vous diriez que c'est l'Esprit Saint qui nous parle et du coup de le suivre? Bon, et puis la deuxième chose, c'est quand vous dites j'ai eu la chance de pouvoir passer à l'acte. J'étais profondément touchée par ce témoignage de prendre ce douche avec cette personne et de votre femme
voilà, qui répond vraiment à ce prochain, hein, aider son prochain, celui qui se présente. Est-ce que c'est une chance ou est-ce que c'est un courage? J'ai l'impression qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça, par rapport à cette audace vraiment d'y aller, de répondre à ce qui se présente. Et qu'est-ce que vous pourriez dire, parce qu'évidemment, vous mettez la barre assez haut. Et en fait, souvent, ma question, c'est dans les personnes que j'accompagne, c'est comment mobiliser, au fond, ces ressources qu'on a chacun. Alors, l'Esprit Saint, moi, je vais avoir du mal à le... Vous voyez, par exemple, je parle peu à mon Esprit Saint. Je parle à... Bon, j'ai une affection pour la Sainte Vierge, par exemple. Et une affection et pour Jésus et l'Esprit Saint, évidemment, il est là. Mais en fait, j'agis effectivement en confiance. Mais j'y pense pas nécessairement. Vous voyez, si je fais des prières, si je m'en remets à Dieu fréquemment, et dans des situations critiques, oui, je prie. Et parce que je me dis, parce que j'ai eu l'occasion de le vivre plusieurs fois, donc c'est pour ça que j'en parle, mais si c'était le dernier moment, si dans un quart d'heure c'est terminé, ça m'est arrivé plusieurs fois. En montagne, je me suis vu mourir, et j'ai eu le temps de penser. J'ai eu le temps de penser à ma maman, notamment, et de prier, et de dire, mais à 20 ans, c'est un peu court pour partir. Et pourtant, vous êtes dans une chute, vous êtes pris comme dans une machine à laver, vous rebondissez sur la paroi, vous n'avez plus de respiration, et vous arrivez au sol, vous êtes content de respirer, de pouvoir reprendre une inspiration. Mais en fait, la chute, si elle dure longtemps, vous êtes asphyxié, vous mourrez asphyxié, j'imagine. Mais vous êtes en communion aussi avec, à ce moment-là, je pense, l'Esprit Saint. Il se trouve que moi, dans cette chute de montagne, je vous en parle parce qu'un mois avant, j'ai perdu un camarade qui partageait ma chambre avec moi, qui était un Saint-Cyrien et qui est mort en montagne, qui a dévissé dans le massif du Mont Blanc, Thierry Scola, et il est mort. Et l'équipe qui m'a retrouvé en montagne, c'est l'équipe qui était avec ce garçon un mois plus tôt, et donc où je l'avais accompagné dans son hommage posthume, et à récupérer les affaires dans sa chambre pour les donner après à ses parents. Vous voyez, faire des choses qui sont morbides, mais qui vous remettent en tête en fait le côté à la fois très très concret de la disparition de quelqu'un, confier le drapeau à ses parents. Et donc je savais les risques du métier, et pourtant j'ai eu cet accident. Et cet Esprit Saint, moi, je pense qu'il ne m'a jamais abandonné, et c'est vrai que j'agis d'instinct en me disant, comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis jamais seul. En fait, mais ça, c'est vrai. Vous pouvez être dans un cachot, emprisonné à un moment donné par, je sais pas, au Sud-Soudan, par exemple. À un moment donné, vous êtes mis à l'écart, vous êtes tenu comme prisonnier, vous êtes seul dans un lit d'hôpital, par exemple. Ça, tout le monde le vit un jour. On n'a plus que le plafond à regarder, et on ne peut plus bouger, parce qu'on est opéré et qu'on va aller d'opération en opération peut-être. Et moi je pense souvent à ces personnes dans les hôpitaux, par exemple, à me dire la détresse et la grande solitude dans laquelle ils sont. Mais en fait, si on apprend aux gens et qu'on leur dit tu n'es jamais seul, ça vous pourrez peut-être y penser la prochaine fois que vous serez opéré ou autre, on n'est jamais seul. Voilà, là, je me suis fait opérer il n'y a pas très très longtemps, là. À nouveau, je suis repassé sur le billard. Je crois que c'était un des plus beaux moments de l'année. J'étais avec une équipe médicale, ils étaient sciés d'ailleurs, mais une équipe médicale qui est toute attentionnée à vous. Et je suis en confiance. Qu'est-ce qui peut se passer? Bon, ben voilà, anesthésie générale à un moment donné, mais en fait, la compétence des gens, l'attention que le personnel soignant vous porte. Et moi, je ne suis pas très sensible à la douleur et tout, donc je suis plutôt un client facile. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que je m'en remets au Seigneur, quoi. Donc il fait le choix et là il n'y a rien à faire. Vous voyez, on abandonne tout à nouveau. Et ça, je trouve ça assez agréable, cette situation où à un moment donné, on n'a même plus forcément à lutter, puisqu'on est dans l'abandon complet. Donc il n'y a plus que la prière et l'Esprit Saint qui peut nous guider. Mais c'est vrai que d'instinct, dans ce que je fais pour les émissions Fear Trip, là, le reporter de l'extrême et tout, vraiment, vous pouvez me demander n'importe quoi. Si la tribu le fait, il ne s'agit pas de se mettre en danger pour risquer sa peau pour rien ou pour le spectacle, c'est pas du tout ça. C'est pour montrer les conditions de vie et de survie de ces dernières peuplades. Dans 5 ou 10 ans, c'est terminé. Elles ne seront plus sur la planète, quoi. Ça, c'est sûr. Et aller suivre des chasseurs Hadzabe en Tanzanie à la chasse au babouin, c'est pas courant.
Mais quand vous faites un marathon dans la journée, que vous devez courir, passer dans les bouches, avec un arc et des flèches, parce qu'ils tuent le babouin comme ça, et c'est leur pitance. Sinon pas ça, eh ben, ils meurent de faim. Et ce sont des populations qui sont en train d'être décimées parce qu'ils n'ont plus de gibier ou d'antilope voilà. Donc c'est encore une fois, même dans ces chasses-là où eux ne sont pas du tout, c'est la sorcellerie, Dieu n'est pas là du tout, enfin, ou c'est peut-être un autre Dieu, je ne sais pas, mais pour moi, il sera là avec moi à ce moment-là et il va protéger aussi la tribu. Et je vais réclamer à l'Esprit Saint qu'il puisse les accompagner aussi dans leur chasse, les guider, et on est ensemble. Donc cette communion d'âme, elle s'exerce, je pense que c'est l'Esprit Saint, c'est la force de l'Esprit Saint qui, malgré nos différences, nos religions différentes, nos croyances différentes, chez les Chouars, je vous dis, beaucoup de sorcellerie, mais je pense que l'Esprit Saint, il est là. Et je suis sûr que un homme comme Warouche, il l'a compris aussi. Enfin, il est quand même rentré dans une église pour le mariage de Noémie, ma fille, à Oradour-sur-Glane, il a senti quelque chose. Est-ce que ce n'est pas l'Esprit Saint qui se manifeste? J'en suis sûr, j'en suis persuadé. Et puis, il y avait la deuxième question. Comment mobiliser? Eh ben, on est complètement égaux. Eh ben, je vous ai dit tout à l'heure, en humilité. Et en fait, peut-être il y a une chose sur laquelle il faudrait lutter, c'est simplement l'indifférence. Et c'est ça qui... et vous savez, notre société moderne, l'impression de parler, tout va tellement, extrêmement vite, et on a de moins en moins d'attention à l'autre. Tout est dématérialisé aujourd'hui, et dans la rue, et ainsi de suite. On est dans notre... Et puis on est dans une société qui est quand même violente, quoi. Et donc il ne s'agit pas d'être naïf non plus, mais d'oser la rencontre avec l'autre. Et en fait... mobiliser des gens autour de soi, je vous disais tout à l'heure, on a tous un don. Et donc, c'est d'essayer de voir ou d'essayer de connaître le don que chacun a en soi et d'essayer de faire en sorte qu'il puisse s'épanouir et faire fructifier ce don. Là, il y en a aujourd'hui, c'est la musique. Et vous voyez, je vous ai parlé de vous tout à l'heure au tout début. Parce que moi, j'étais là. Je suis rentré, comme je disais à Thierry, je ne sais pas ce que on sait quand même ce qu'on va un peu raconter, mais je n'ai pas préparé un texte ni quoi que ce soit. C'est se laisser aller en confiance, et je suis rentré, mais direct, avec vous en communion et dans cette demi-journée qui nous est donnée grâce à vous. Parce qu'en fait, c'est cette musique, ce sont ces notes de musique, c'est cette voix. C'est tout ce que vous mettez, tout le cœur que vous avez mis, et puis le texte de Thierry, et puis les belles paroles qu'on a entendues juste avant. Ça vous fait rentrer en plénitude. Et voilà, donc chacun, vous voyez, on a des dons. Il y en a, ça sera la musique, il y en a d'autres, ça sera la parole, il y en a d'autres, ça sera l'action dans l'entreprise. Chacun, et puis il y en a un autre, ça sera de passer le balai, peut-être. Hein. Mais celui-là, s'il ne passe pas le balai, ça peut avoir une importance vitale. J'ai fait un reportage sur des artisans, et notamment un boulanger, et il m'expliquait qu'il avait une employée, elle refusait de passer le balai devant la boulangerie, parce que ce n'était pas dans ses fonctions. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas la licencier, il va pas donc, c'est à lui de passer le balai, lui, il a d'autres entreprises à gérer. Vous voyez, donc c'est chacun... ça peut paraître insignifiant, mais le petit geste, et moi j'y suis vraiment attaché, et moi j'adore faire les petits gestes. Les petits gestes, chaque petit geste que l'on peut faire peut être habité de l'Esprit Saint. Et ça rejoint complètement tout ce qu'on s'est dit à travers vos deux questionnements. Et je pense que dans notre entourage, on peut mobiliser les autres en essayant de savoir quels peuvent être, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter, et de les écouter, et après de les laisser s'exprimer dans ce qu'ils sont en confiance. Moi, j'adore cette parole. Et vous voyez, quand petit, il y avait des lectures. J'ai pas beaucoup, je lis pas énormément parce que je m'endors assez facilement. mais j'avais 2 livres de chevet quand j'étais petit. Je m'en souviens très bien. Alors il y avait les 4 évangiles parce que je lisais ça comme un. Et donc je les prenais dans n'importe quel sens. Et à chaque fois, je trouvais des choses magnifiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut
enfin, on peut facilement mettre en pratique auprès de n'importe qui, hein, c'est de faire connaître les 4 évangiles. Je trouve ça, enfin, je ne sais pas ce que vous pourrez nous en dire, mais en tout cas, vous voyez, même quelqu'un qui est pas versé vers la religion ou autre, vraiment, on trouve des actions. J'ai trouvé une harmonie totale avec ce que l'on peut vivre dans la vie et ce qui est écrit dans les évangiles, évidemment. Voilà, ce n'est pas ça de dire ça. Mais, et l'autre livre, c'était À l'affût des tigres mangeurs d'hommes. Et vous voyez, je vais vous dire, vous savez ce que j'ai fait, je suis allé en Inde et je suis allé à la rencontre des tigres mangeurs d'hommes. J'ai fait il n'y a pas très très longtemps et j'ai même rencontré une famille dont la jeune fille avait été dévorée par un tigre. Vous imaginez ça aujourd'hui dans notre société, se dire il y a encore des tigres mangeurs d'hommes et des familles qui vivent dans la terreur de savoir qu'il y a un grand fauve qui va peut-être enlever. En fait, c'est la confrontation à ses propres lectures, à ce qui nous a fait grandir et de vérifier. Moi, j'ai voulu vérifier sur le terrain ce qui était vrai ou pas et d'aller au bout de ses rêves, en fait. Et chacun, on a des dons et puis on a des rêves. Et les gens qui n'ont plus de rêves, il faut essayer de leur en donner des nouveaux. Et ça, c'est passionnant. Parce que vous pouvez faire grandir un projet et dans l'entreprise, essayer de voir le projet qui va être fédérateur et qui va faire rêver. Parce que je pense qu'il faut rêver. Rêver, c'est vouloir atteindre l'impossible à un moment donné. Et je vais terminer, si vous me permettez, sur une autre très très belle image moi, que j'ai vécue en Mongolie. C'est au fin fond de la taïga. Ça veut dire qu'il faut 2 jours de 4x4, 3 jours, 2 jours de 4x4 et 1 jour avec c'est les minibus russes, soviétiques, sur lesquels on passe qui passent partout en plein hiver à moins 40. Après, c'est 2 jours à cheval et on arrive dans la tribu des Tsatanes. Et après, pour atteindre le grand troupeau, dans la taïga, c'est 3 jours à dos de renne. Voilà. Et au bout de 3 jours à dos de renne, je me retrouve avec un chasseur taïga de la taïga, un chasseur, un tsatane. Et le troupeau, en fait, il y a eu des avalanches et les rennes sont parties. Ce sont des rennes qui sont c'est des rennes en même temps d'élevage et rennes sauvages, mais c'est tout leur butin. Et en fait, l'hiver, ils les réfugient dans la montagne de manière à ce qu'ils ne soient pas dévorés par les loups. Parce que là, il y a une trop grosse quantité de neige et les loups ne vont pas les chercher. Sauf que là, il y avait des avalanches et le troupeau était disséminé, il fallait retrouver le troupeau. Et je me retrouve tout seul avec un cavalier sur son renne, et puis moi derrière. Et donc, on marche une journée entière. Donc, si vous tombez de renne, si votre renne, vous le perdez parce que non mais vous êtes mort, quoi. Vous êtes foutu. Vous passez sur des ponts de neige, c'est l'aventure totale. Donc, je vous assure que là, l'Esprit Saint, il a intérêt à être là et garder de la force dans les poignets, de l'équilibre. Et puis en plus, je filme. En même temps, j'ai une petite GoPro devant. Et l'ingénieur du son, il m'a mis un micro dans mon chapeau mongol là et dans ma chapka et j'essaie de commenter un petit peu ce qui m'arrive aussi. Mais enfin bon. Et on arrive au bout et on arrive et il réussit à retrouver les rennes. Et là, je me retrouve à un moment donné. Donc on attache les rennes et je me retrouve sur le sol comme ça. Un ciel magnifique bleu, mais le problème c'est comme en montagne. Vous savez, ça peut être c'est un climat meurtrier, quoi. Vous vous trouvez dans un moment de songe absolument magnifique, l'accomplissement du rêve, et j'ai plein de rennes autour de moi, parce qu'en fait, ils aiment bien l'urine, et ils aiment bien le sel, et quand ils voient un étranger comme ça qui arrive et qui à un moment donné peut leur donner ou un petit peu de sel, ou si vous avez le malheur de vouloir aller faire un petit pipi à côté, c'est pas possible, parce que vous avez tout de suite 15 rennes qui viennent autour de vous, voilà. Mais je me retrouve, moi, dans un magasin de jouets, de peluches vivantes, avec les rennes au-dessus de moi. Et je me dis, à ce moment-là, mais si jamais je devais mourir, parce que je pense aussi à ça, quelles sont les dernières images qui vont nous venir en tête, vous voyez. Je pense que moi, je suis assez attaché aussi aux icônes ou religieuses. Ça nous aide énormément, quoi, les représentations que l'on peut avoir aussi liturgiques. Vous voyez, c'est aussi ou l'art, quoi, les belles choses dans la vie. Et là,
je suis dans un songe et je suis dans quelque chose d'absolument merveilleux, et je me dis, j'aimerais bien, est-ce que ça sera le cas ou pas au moment de trépasser, quoi, de pouvoir, d'avoir la chance d'abord, si c'est pas une mort violente, mais d'avoir la chance de pouvoir une dernière fois avoir ce songe et partir en sérénité et de me dire, je vais rejoindre le paradis céleste, quoi. Voilà. Donc vous voyez, les rêves. Et je pense que dans l'entreprise, c'est exactement ça. Il faut redonner du rêve, même si à un moment donné, il y a d'immenses difficultés. Je pense que fédérer les autres, c'est les amener sur un objectif commun, qui n'est pas forcément celui de la productivité, de l'entreprise, mais les amener sur autre chose qui va être le sens de la valeur humaine, quoi, du sens qu'on veut donner à notre vie et que l'on donne en commun à travers l'entreprise, et puis peut-être autre chose aussi. Et pour vous dire encore, vous voyez, vous me disiez on n'est pas égaux, mais je pense qu'on est tous égaux. Là où je sens qu'on n'est pas égaux, c'est que là, je vois vraiment la difficulté, vous savez, pour faire... Parce que ça, on le découvre ou non. Hein. Moi, ma femme s'est occupée des transsexuels du Bois de Boulogne pendant 5 ans, vous savez, pour donner le café, l'accueil, enfin le truc. Voilà. Donc, elle avait déjà une expérience. Elle a, je pense, une facilité à parler mais encore plus que moi. Hein. C'est-à-dire qu'il faut de la patience aussi à parler à la personne qui ne peut plus parler, qui parle une langue étrangère, mais ça passe dans le regard, ça passe dans l'intention à l'autre, ça passe dans une poignée de main, dans une main tendue, ça passe dans l'acceptation d'aller se confronter à ce qui pourrait être dégradant, ou ce qui pourrait... C'est accepter de se mettre en péril, de se salir, accepter de se salir, de sortir de notre confort pour être éclaboussé, pour prendre ces risques-là, mais ça vaut tout en fait. Et ça vaut de l'or. Et chacun en est capable. Merci beaucoup.